Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à la 5e édition du Grand Prix Stratégie de l'Innovation Média 2021, organisé en partenariat avec l'IFOP et avec le soutien de l'UDECAM et l'Union des marques. Je suis Salomé Lagrelle et je serai votre maîtresse de cérémonie. Je suis ravie de vous accueillir au nom de toute l'équipe de Stratégie pour cette cérémonie 100% digitale. En effet, la situation actuelle, vous le savez, ne nous a pas permis de vous accueillir comme nous aimons tant le faire, mais nous espérons vous retrouver très vite. Pour commenter cette remise de prix, je vous invite à utiliser le hashtag GPStrat et d'une manière générale à suivre l'actualité des Grands Prix en vous abonnant au compte Stratégie. Pour ouvrir cette cérémonie, Gilles Vibaud, directeur de la rédaction et rédacteur en chef de Stratégie, nous a laissé un message. Regardez. Bienvenue à ce Grand Prix Stratégie de l'Innovation Média. Je suis très heureux au nom de l'équipe Stratégie de vous accueillir aujourd'hui. C'est un Grand Prix qui au fil des années a su s'imposer puisqu'il est le seul aujourd'hui à récompenser l'innovation des médias. Cette année d'ailleurs nous avons reçu plus de 70 dossiers à ce Grand Prix et nous en sommes très fiers. Et puis dans le cadre de ce Grand Prix, la rédaction établit également un palmarès puisqu'elle remet 3 prix. Le prix de l'éditeur de l'année, le prix de l'annonceur de l'année et le prix de la régie de l'année. Je vous laisse découvrir ce palmarès et d'ici là, bonne journée à tous. Merci beaucoup Gilles. Écoutons maintenant Franck Papazian, président de Media School, propriétaire de Stratégie. Bonjour, je voudrais vous souhaiter la bienvenue au Grand Prix des stratégies d'innovation média. Je suis président de Media School, je m'appelle Franck Papazian. Comme vous le savez, j'espère maintenant Stratégie est rentrée dans la famille Media School il y a 3 ans. Media School, ce sont notamment des écoles spécialisées dans l'univers de la communication, de la publicité, de l'événementiel, des médias, de la production, du marketing du luxe et du marketing sportif. Mais nous avons une grosse présence côté médias, aussi bien dans le cadre de la rédaction, avec l'Institut européen de journalisme, qui est une école de journalisme, mais également côté marketing, innovation, communication média, avec l'European Communication School, SubDeWeb, Pi School of Tourism and Communication, avec des formations qui permettent à nos étudiants de s'investir professionnellement dans l'univers des médias, que ce soit en stage, en alternance ou que ce soit pour leur carrière professionnelle. Voilà, je tenais à vous faire ce petit mot de bienvenue et à très bientôt. Je vous promets que bientôt, on pourra vous accueillir en présentiel, c'est une promesse. Merci Franck. Avant de vous présenter l'étude IFOP Media Trends Report, retrouvons Thomas Jamet, vice-président de l'UDECAM. Bonjour à toutes et à tous. Je suis absolument ravi au nom de l'UDECAM de vous accueillir au Grand Prix Stratégie de l'innovation média. On est très heureux d'être partenaire. Pour nous, l'innovation, ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas uniquement synonyme de gadget ou de tendance, c'est synonyme de transformation. Donc c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours pour nos clients, d'essayer de transformer toutes les innovations technologiques, toutes les innovations sociétales, de les prendre en compte, de les transformer, de les utiliser pour nos clients et pour effectivement également changer le produit de nos agences et faire progresser notre métier. Donc l'innovation, c'est essentiel, c'est évidemment le sujet sur lequel a dû plancher le jury. Donc on espère que le jury a trouvé plein de formidables idées, identifié des super opérations qui vont nous servir à réinventer un petit peu ce fameux monde d'après, voilà, après cette pandémie, et de réinventer la communication. Voilà. Donc on est ravis d'être partenaire encore une fois avec l'UDECAM. Merci au jury, merci à Stratégie. Et maintenant, je laisse la parole à Isabelle Trévilly, directrice pôle média et digital de l'IFOP, et Amaury de Rochegonde, rédacteur en chef adjoint média et management à Stratégie, pour nous présenter l'étude Media Trends 2021. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cet événement, le Grand Prix de l'innovation média. Alors Isabelle Trévilly, directrice du pôle média et digital de l'IFOP, est ici pour commenter cette étude, une étude que nous présentons pour la 5e fois. Alors je le dis tout de suite, Isabelle, c'est la première fois et j'espère la dernière que nous la présentons uniquement en ligne et que l'année prochaine, ce sera évidemment un événement à la fois présentiel et peut-être aussi digital. Alors tout de suite, on va se pencher sur cette étude sans déflorer l'essentiel de ce qui est apporté comme enseignement. On peut dire quand même qu'il y a de très bonnes surprises. C'est pour vous inciter à regarder. Alors,
Tout d'abord, la méthodologie, je passe brièvement, mais il faut savoir que c'est une étude qui a été organisée auprès de 176 professionnels, 101 professionnels des médias, 75 annonceurs, et pendant une période, Isabelle, qui est période de confinement quand même. Période atypique, effectivement, à Amaury, puisque l'étude a été réalisée à partir de fin mars jusqu'à mi-avril, c'est-à-dire avant le début du 3e confinement. Et c'est poursuivi sur le début de ce 3e confinement. Donc on était à cheval donc sur une période où on s'approchait d'un 3e confinement et on a été voilà, dedans, dans ce 3e confinement. Et on verra que nous avons pu faire des comparaisons avec une période qui est la sortie du 1er confinement, donc il y a un an, et c'est là aussi riche d'enseignements. On va regarder le slide suivant. Donc on se penche sur la gestion de la crise sanitaire avec cette question finalement, ces professionnels, que font-ils? Est-ce qu'ils sont encore abondamment dans le télétravail? Est-ce qu'ils emploient énormément? Ils ont recours au chômage partiel? Est-ce que la communication interne est toujours aussi centrale? En réalité, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'on est sur une période d'1 an et pas uniquement sur la période, n'est-ce pas Isabelle? Tout à fait. Donc là, on a posé la question aux médias, régies et annonceurs, médias, régies et agences, pardon, dans un premier temps, de savoir quels étaient les dispositifs mis en place au sein de leur structure depuis 1 an. Et en fait, on n'est pas sur des dispositifs qui sont actuellement en place, mais des dispositifs mis en place depuis 1 an. C'est une question qu'on avait posée lors de l'édition précédente, donc au mois de juillet dernier. Donc ça s'analyse vraiment, on va dire, en terrain glissant. Donc on voit que 85% des gens sont encore en télétravail ou ont recours au télétravail sur une période d'1 an. Voilà, exactement. Ont mis en place du télétravail sur une période d'1 an. Ils étaient 97% à nous le dire l'an passé. Et ce qui est intéressant ici de noter déjà, c'est que donc on voit que parmi ces professionnels, tous ont été impactés très fortement par cette crise, bien évidemment, avec du recours quasi systématique au télétravail, un large recours au chômage partiel, des professionnels confrontés à une baisse de leurs investissements, mais ces contraintes sont en recul, marquent un recul par rapport à il y a 1 an, donc signe que le contexte est peut-être moins défavorable que celui qu'on avait pu évaluer en juillet dernier. Et c'est ce qu'on voit aussi à travers la baisse des investissements non publicitaires qui est de 26%, puisque alors qu'elle était de 32% il y a 1 an, on voit aussi là un reflux. Absolument. Alors on va passer à la slide suivante. Alors cette fois, il s'agit de voir quelles ont été les mesures prises face à la crise sanitaire, mais du point de vue des annonceurs uniquement. Et là, on voit un certain nombre de baisses qui montrent aussi peut-être une sortie de crise. Alors, j'attire tout de suite l'attention parce que c'est vrai que le télétravail reste très important, ça on s'en doute, mais la com interne a plutôt tendance à diminuer. Pour une raison simple, Isabelle. Oui, je pense qu'il y a 1 an, il fallait vraiment faire face à une situation de crise. On était sur quelque chose de totalement inédit. Et les entreprises n'avaient pas d'autre choix que de communiquer en interne vis-à-vis de leurs collaborateurs, de leurs salariés qu'elles avaient mis de force en télétravail. Donc la communication interne était nécessaire et indispensable. Donc de fait, ça paraît logique. On n'est pas encore revenu à un retour normal, mais en tout cas, ça paraît logique que ce soit moins le cas aujourd'hui. Et on constate aussi qu'à la fois sur les investissements publicitaires et les investissements non publicitaires, il y a une baisse assez sensible, ce qui est bien le signe qu'effectivement on songe au moins à couper dans les coûts qu'il y a 1 an. Exactement. Donc ça, c'est vraiment déjà un premier indicateur positif où on voit très clairement des annonceurs donc, qui semblent moins touchés que ce qu'ils ont pu être et ce qu'ils ont pu nous dire il y a 1 an. Très bien, voyons. Un autre, juste avant de passer à ce slide, Amaury, si je peux me permettre, donc un point qui était important, c'est qu'on avait, c'est une introduction à celui-ci, 59% des annonceurs qui nous confirmaient avoir dû changer de stratégie d'investissement publicitaire. Donc ça démontre vraiment leur agilité et en tout cas la contrainte dans laquelle ils ont été. Et on s'est intéressé justement ici, à travers les chiffres que vous voyez ici, aux moyens en fait,
qu'ils ont utilisé donc, pour changer de stratégie en fait. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place dans le cadre de leur changement de stratégie d'investissement publicitaire. Ah oui, c'est ça. Et effectivement, vous avez raison d'attirer l'attention là-dessus, puisque la question l'année dernière, c'était effectivement, mais on va y venir, est-ce qu'il y a des vrais changements qui s'opèrent à l'occasion de cette crise sanitaire? Eh bien, on va voir que la réponse est oui, et surtout sur la question du média et du message, comme du canal de communication. Absolument, à différents titres. Donc déjà, ils ont des annonceurs sous l'effet de la contrainte. En fait, ils ont été amenés à changer de média. Donc là, c'est vraiment le recours au digital qu'il y a derrière, que cela traduit, que cela recouvre. Ils nous parlent aussi de changement de canal de communication. Donc là, on pense à des contraintes qui ont été adoptées sous l'effet, on va dire, de la force des choses, par exemple avec le cinéma ou des événements physiques qui de fait étaient complètement à l'arrêt. Mais aussi, et ce qui est intéressant, c'est leur choix de changer de message. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a sans doute aussi une prise de conscience pour des messages sans doute plus solidaires, plus responsables, qui s'est opéré au cours de cette année. Et évidemment, le changement de cible, lui, est peu concerné puisque le changement de cible, c'est un changement total de stratégie et d'optique client. Alors, on voit maintenant quel est le meilleur axe de communication en période de crise aux yeux des annonceurs. Moi, là, ce qui m'a frappé, franchement, dans ce graphique, c'est que je pensais que tout ce qui était solidarité, soutien aux populations impactées, ce serait beaucoup plus haut l'année dernière que maintenant, puisqu'on est peut-être un peu moins dans cette période, j'allais dire, sensible de découverte de l'épidémie. Eh bien non, c'est le contraire qui se passe. Eh bien effectivement, en fait, on peut être surpris, mais ce qu'on observe, en fait, c'est toujours une importance très forte accordée à cette communication responsable, solidaire, qui demeure en fait. Mais ce qui est intéressant de voir en revanche, c'est qu'aux côtés de cette communication responsable, on voit réémerger l'envie d'une communication commerciale qui n'était absolument pas opportune l'an dernier. La communication produit. Là, voilà, 44%. La communication produit ou service, seuls 21% des annonceurs nous disaient l'année dernière que c'était pertinent en période de crise. Ils sont passés à 44% aujourd'hui. Donc on a vraiment aujourd'hui cette posture de dire il faut qu'on continue à communiquer de manière responsable, de manière solidaire vis-à-vis des populations impactées, qu'on témoigne notre engagement, notre responsabilité RSE. Ça, c'est la communication sur les valeurs qui est inscrite dans le temps. Qui est inscrite et qui perdure. Ça traduit vraiment aussi des tendances de fond de la société et pas juste des événements finalement conjoncturels liés à une période atypique, par exemple. Mais eh bien, à un moment, le commercial revient, l'envie de développement, de croissance est de nouveau présente et les annonceurs se doivent de mettre en valeur leurs produits, leurs services. Et c'est pourquoi on voit qu'effectivement le taux a doublé entre l'année dernière et aujourd'hui. Alors là, on en vient à l'autre slide qui concerne toute la différence entre les médias propriétaires. Hein, je rappelle, le own media, c'est tout ce qui concerne les sites, les applis, propriété des marques et par lesquelles elles communiquent, et puis tout ce qui est mass média, médias traditionnels. Donc, sur des items qui sont la responsabilité, l'affinité, l'innovation, la solidarité, la crédibilité du message, la confiance dans la marque, la notoriété, marquer les esprits. Nous avons donc un certain nombre d'items que nous avons listés et nous voyons où la communication est la plus efficace. Est-ce que c'est sur les médias propriétaires, les fameux own media, ou sur les médias traditionnels? Et moi, ce qui me frappe, Isabelle, c'est que à travers cette slide, on voit que cette zone grise montre que finalement les deux se valent. C'est quand même quelque chose de très important. Les rôles sont quand même assez interpénétrés, si je puis dire. Exactement. Donc il y a à la fois effectivement des rôles interpénétrés, comme vous le dites, et une complémentarité. Donc c'est en ça que c'est intéressant. On a des atouts qui sont propres à chacun, tels que l'affinitaire, par exemple, ou l'innovation, en fait, sur lequel le own media va être particulièrement bien positionné, va être très efficace. Mais parallèlement, les médias traditionnels ont pour eux la puissance.
en fait, clairement. Donc un annonceur qui veut travailler sa notoriété, marquer les esprits, il va privilégier, en tout cas il va sans hésiter pouvoir solliciter des masses médias. Et parallèlement, donc, ce qui nous paraît intéressant à noter, c'est effectivement que les deux font jeu égal, vraiment sur beaucoup de dimensions, notamment la confiance, la crédibilité du message, qui sont des dimensions essentielles pour faire porter les messages des marques. Et un point sur lequel on voit qu'il y a une pertinence à la fois sur le haut de médias et sur les médias traditionnels, c'est sur l'incitation à l'achat, ce qui est ô combien important quand on cherche des clients et qu'on a une marque qui fait de la communication. Là, on voit que c'est 35% dans les deux cas. Et finalement, un rôle reconnu à l'un comme à l'autre, de façon assez affirmée. Absolument, mais là je pense qu'on a finalement la synthèse de l'affinitaire et de la puissance, finalement. Il faut les deux pour réussir à inciter à l'achat. Très bien, on passe au slide suivant. Donc on va regarder maintenant l'innovation à l'heure de la crise sanitaire avec cette question, au-delà de la crise sanitaire, sur quels canaux peut-on selon vous trouver les informations de la meilleure qualité? Donc c'est une question vraiment sur le qualitatif que nous avons posé aux professionnels. Où est-ce qu'on trouve les meilleures informations finalement, la meilleure qualité d'information? Et on voit, Isabelle, que la presse, et en particulier la presse quotidienne, mais vraiment se situe très au-dessus des autres médias. Absolument. Alors ça, c'est quelque part une constante dans les études en fait, qu'on peut réaliser. C'est un indicateur qu'on avait déjà observé dans les éditions précédentes. La presse est particulièrement bien perçue par les professionnels en fait, pour la qualité de l'information qu'elle délivre. Et donc c'est un atout qu'elle conserve et qui perdure dans le temps. Et la radio suit, la presse magazine aussi, les médias pure player qui sont quand même très bas, alors que ça fait quand même un certain temps qu'un certain nombre de médias pure player d'information sont installés dans le paysage. Ils ne sont quand même qu'à 25%. Je pense qu'il y a encore aussi sans doute une grande hétérogénéité en fait, dans ces médias pure player. Et en fait, ils ne demandent qu'à convaincre leur audience. Mais effectivement, il y a certains qui ont vraiment tiré leur épingle du jeu et qui montrent la voie sans doute à d'autres. On pense à Mediapart notamment. En bas de classement également, les chaînes généralistes et d'information. Alors, peut-être sont-elles victimes des débats d'opinion sempiternels ou comment l'interpréter? Ça, c'est possible, en fait, que ces débats, ce côté polémiste, en tout cas aux yeux des professionnels, une fois encore, là, on interroge des professionnels. Ce n'est pas l'avis du grand public, ce n'est pas l'ensemble de l'audience qui est derrière son écran chaque jour ou chaque soir. Mais en tout cas, aux yeux des professionnels, effectivement, peut-être que ce parti pris polémiste n'est peut-être pas le meilleur, en tout cas pour servir l'image de qualité. Et une période sans doute anxiogène sur laquelle les chaînes d'infos, évidemment, sont amenées à s'exprimer abondamment. Alors on passe à la slide suivante, justement sur les pure players face aux autres médias. Selon vous, quels sont les médias qui ont le plus innové depuis le début de la crise sanitaire? Effectivement, sur la question de l'innovation, spontanément, on va dire, les professionnels citent les médias pure players. Absolument. Donc là, c'est la première fois qu'on les citait, qu'on les mesurait dans l'étude, et ils arrivent en tête. Très clairement, donc comme étant ceux dont les professionnels sentent la plus grande capacité à innover. Donc c'est aussi, on va dire, donc ils ont certes beaucoup innové. Clairement, on a vu beaucoup d'initiatives et on en reverra aussi dans les prix qui vont être mis. Mais c'est aussi, on va dire, le reflet de leur statut même de média pure player. C'est-à-dire qui dit pure player dit digital, qui dit digital dit innovation. Moi, souvent, on a un petit peu ce cercle vertueux, on va dire. Ce sont par définition des contextes qui sous-tendent l'innovation. Entendu, et on remarquera là aussi la position de la presse qui est très bien placée dans ce domaine de l'innovation,
ce qui est assez encourageant parce que ce n'était pas tout à fait écrit il y a 20 ans quand même. Absolument. Et donc là, la presse s'en sort très bien, de même que les chaînes télé généralistes, qui arrivent en 3e position, on le voit. Moi, je pense que vraisemblablement, les efforts qu'ils ont déployés tout au long de cette année pour s'adapter à ce contexte quand même très compliqué, pour s'adapter, pour se remettre en question, ont vraiment été reconnus par les professionnels et on le voit ici. Très bien. Alors maintenant, concernant les régies publicitaires, selon vous, quelles sont les régies qui ont le plus innové depuis le début de la crise sanitaire? Et le numéro 1, eh bien, ce sont les régies Internet. On associe Internet à innovation, c'est aussi simple que ça ou... Alors là, je pense que c'est pas... Alors, il y a quand même un peu de ça, dans le sens où depuis 5 ans qu'on réalise l'étude, les régies Internet ont toujours été en tête. Mais je pense que là, l'écart, quand on regarde le pourcentage cité en premier, en fait, est vraiment très fort par rapport aux régies télé qui arrivent en 2e position. On est à 47 versus 22. Je pense que l'accélération du digital et des investissements digitaux qu'on a vus sur l'année précédente participe aussi de cette image d'innovation des régies Internet, sans aucun doute. Très bien. Alors, voici maintenant une sorte de baromètre de la satisfaction sur les différentes phrases concernant la façon dont les médias français ont traité la crise sanitaire. Pour chacune, indiquez si vous êtes d'accord ou non. Donc, quelle est votre satisfaction par rapport au traitement, à la couverture de la crise sanitaire ? Alors, ce qu'on voit, et qui ne nous surprendra pas totalement parce que c'était déjà le cas l'année dernière, mais je crois que c'est encore plus marqué cette année, les médias en ont trop fait. Absolument. Donc c'était déjà le cas l'année dernière, comme vous le dites, Amaury, mais là, ça s'est encore accentué. Le sentiment, en tout cas, par les professionnels de la création d'un climat anxiogène. Voilà, c'était un peu excessif quand même. Alors c'était assez aussi marginal l'année dernière, effectivement, et là on voit qu'on est à tout à fait d'accord 46%, c'est-à-dire qu'il y a près de la moitié qui appuient vraiment cette affirmation. Absolument. Et je pense que ça traduit aussi finalement l'envie aujourd'hui des professionnels, comme de tout un chacun, je pense d'ailleurs, finalement de tourner cette page Covid aussi. Alors, les autres items, les médias ont pris suffisamment en compte les conséquences de la crise sur le plan sanitaire, total d'accord 76%, sur le plan économique, indépendance par rapport à la communication du gouvernement. Alors, on voit que sur ces différents items-là, finalement, on donne un peu quitus aux médias d'avoir correctement traiter la crise sanitaire. Absolument. Le traitement médiatique de la crise a été correctement réalisé donc aux yeux de ces professionnels, une fois encore. D'accord. Alors simplement, sur les médecins, la parole donnée aux médecins et aux spécialistes, on voit quand même que le total d'accord a un peu baissé. Est-ce qu'il faut mettre ça sur le compte d'une critique vis-à-vis de certains médecins? On pense à Didier Raoult, Christian Perron, tous ces professeurs auxquels les médias ont abondamment donné la parole et peut-être certains trouvent que c'était à tort. Peut-être à tort, mais effectivement avec le recul en fait, parce qu'effectivement ces professionnels-là n'ont pas finalement eu gain de cause dans la gestion de la crise et dans leur point de vue. Donc c'est ce qui est compliqué aussi, c'est-à-dire que où placer le curseur entre assurer la pluralité et finalement faire les bons choix. C'est ça, c'est toute la question. Mais effectivement, avec un an de recul, c'est plus facile de faire son choix, si je puis dire. Alors les médias ont bien traité la diversité des points de vue sur le virus et son traitement. C'est aussi une majorité, mais qui n'est pas immense, et les médias ont essayé de limiter la portée des infox sur le virus en cherchant à objectiver les faits ou en faisant du fact-checking. Une majorité également. Bon, globalement, il y a quand même le sentiment général que les médias ont correctement traité de la crise sanitaire, tout au moins chez les professionnels. Absolument, tout à fait. On passe
au slide suivant. Donc, selon vous, les médias contribuent-ils à mettre en avant les solutions pour sortir de la crise? Et oui, ça c'est une question auquel, personnellement, je tenais particulièrement parce que souvent, on entend dire « mais les médias ne mettent pas suffisamment en avant tout ce qui est solution, tout ce qui est positif ». Et enfin, il est bien connu que les journalistes préfèrent parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure plutôt que des trains qui arrivent à l'heure. Alors je me suis dit, est-ce que les médias, les professionnels pensent que les médias ont un déficit en la matière? Est-ce qu'ils trouvent que les médias n'apportent pas suffisamment de solutions? Vous allez voir, les réponses sont un petit peu différentes de ce que j'aurais pensé, puisque globalement, les professionnels pensent que oui, les médias contribuent à donner des solutions. Absolument. Donc autant on a vu qu'ils pointaient à la création d'un climat trop anxiogène, donc ils en avaient certes fait un peu trop. Pour autant aujourd'hui, les médias sont des relais des solutions qui vont permettre de sortir de la crise. On a des taux extrêmement positifs. 72% pensent que la presse contribue à mettre en avant des solutions pour sortir de la crise. C'est encore le média qui apparaît en tête, suivi de la radio à 64%, les chaînes télé généralistes à 58% ou les pure players à 57%. Donc on voit clairement que il y a une adhésion très forte quand même au traitement qui est fait par ces médias et en tout cas là au parti pris de se dire mettons en avant les solutions, il faut maintenant se dire tous ensemble comment on en sort et nous-mêmes médias y contribuer. Et effectivement, on retrouve dans ce ranking ce qui avait été vu pour les informations de qualité. C'est exactement le même classement. Absolument. Si je ne m'abuse. Absolument. Très bien. Alors, le slide suivant concerne cette fois la crise sanitaire a-t-elle permis une meilleure prise en compte des enjeux liés à la transition écologique? Et oui, la question de l'écologie, est-ce que les médias ont fait leur virage, leur fameuse transition, à la fois du point de vue des annonceurs, des médias, des agences médias et des régies? Qu'est-ce que vous avez relevé dans ces différents positionnements? En fait, que c'est une véritable tendance de fond en fait, qui prend de l'essor ici, puisqu'en fait on voit que la majorité des professionnels qu'on a interrogés s'accordent à dire pour que annonceurs, médias, agences médias ou régies, oui, ont pris conscience des enjeux RSE, des enjeux liés à la transition écologique. On a une grande majorité, donc ça c'est déjà un très bon signe, avec une conviction qui est un petit peu plus marquée pour cette prise de conscience qui paraît un peu plus évidente de la part des annonceurs ou des médias. On a 10 points de plus, vous le voyez, 68 et 67% versus 58 et 57% chez les régies, même si ça reste majoritaire. Pourquoi? Parce qu'ils sont les premiers qui sont aux prises avec la demande des clients, des citoyens, c'est ça? Absolument. Nous, on se dit qu'en fait, ce sont les annonceurs et les médias sont directement en lien avec les consommateurs. Donc, on est finalement dans un contexte B2C qui est sans doute propice à rendre visible, en tout cas, ces engagements. Ça ne veut pas dire qu'en B2B, en fait, on ne le fait pas. On sait tous qu'il y a de plus en plus de demandes, d'évolution aussi, de transformation de nos organisations, de nos façons de travailler dans le respect de ces enjeux-là. Mais en tout cas, c'est sans doute moins visible. C'est ça. La crise sanitaire s'allongeant, il semble de plus en plus probable pour les professionnels qu'elle impacte durablement notre quotidien. Alors la question c'est, est-ce que, qu'on se posait l'année dernière, c'est est-ce que finalement il va y avoir des adaptations? Bon, les entreprises vont devoir s'adapter, ou est-ce qu'elles vont continuer comme avant, ou est-ce qu'elles vont devoir changer du tout au tout? En fait, qu'il y a un avant et un après. Et je crois qu'avec le recul d'un an, on a une réponse assez précise à cette question. Oui, absolument. Vraisemblablement, la crise va vraiment laisser des traces. On a aujourd'hui une majorité de professionnels qui considèrent qu'il y aura un avant et un après. Il y en a 56%. Cette proportion était de 46% il y a un an. Donc ils n'étaient pas majoritaires, ils sont devenus majoritaires. On peut imaginer que ce sentiment est nourri par l'expérience, après un an, de tout ce qu'on a vécu. Je pense par exemple au télétravail.
où l'expérimentation contrainte du télétravail pour beaucoup va nécessairement conduire à une transformation de l'organisation du travail dans nos entreprises. Moi, je pense qu'en 2022, on ne travaillera pas de la même façon qu'on travaillait en 2018 ou en 2019. C'est ça, parce que ce qu'il faut bien comprendre, parce qu'effectivement, quand on regarde les deux graphiques, on se rend compte qu'il y a majoritairement des gens qui pensent qu'il y a un avant et un après, alors que majoritairement l'année dernière, les gens pensaient qu'il y aura des adaptations. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas forcément une mutation du modèle économique ou un changement majeur de ce type. Ça peut être aussi simplement l'adaptation au télétravail. Exactement. Mais, ou par exemple une accélération du digital qui va continuer et qui va modifier certains usages, définitivement. Les comportements hybrides, etc. Exactement. Très bien. Écoutez, on va passer maintenant à la question suivante. Pour votre entreprise, quelle est votre vision de l'avenir post-crise sanitaire? Alors effectivement, j'avais fait un peu de teasing tout à l'heure en estimant qu'il y avait une bonne nouvelle, et effectivement, je crois que ça se confirme, puisque à la question quelle vision pour l'avenir concernant votre entreprise, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut comparer à la fois pour les médias, régies et agences et pour les annonceurs, c'est de façon écrasante un optimisme qui apparaît. 85% sont optimistes parmi les médias, les régies et les agences, 97% parmi les annonceurs, ce qui est encore bien plus. Et on voit que c'est vraiment un sentiment qui est encore plus affirmé que l'année dernière, alors même que, encore une fois, nous sommes encore dans le confinement au moment où on se parle, et ce n'était pas le cas l'année dernière. Non, absolument. Mais la grande différence, je pense, c'est qu'effectivement, on est aujourd'hui à une période où on commence à entrevoir le bout du tunnel. Et que les professionnels qu'on a interrogés, tout comme nous tous, finalement, on arrive à se projeter maintenant dans une sortie de crise avec l'accélération de la vaccination. Finalement, on commence à se dire, oui, ça y est, enfin, on arrive à... Cette fois-ci, c'est peut-être la bonne. Donc oui, on se projette dans un avenir, alors qu'en juillet dernier, on était complètement dans un climat d'incertitude, je pense. Et ça reflète aussi tout ce qu'on a vu depuis le début, avec finalement des contraintes qui semblaient moins fortes aujourd'hui que ce qu'elles ont pu être l'année dernière. Et donc, ce qui est essentiel, parce que ce sont vraiment les moteurs de la communication chez les annonceurs, je le rappelle, parce que le chiffre se voit à peine, mais ils étaient 81% à être optimistes l'année dernière, ils sont 97% de cette année, ce qui veut dire qu'il y a 16 points en plus, ce qui montre bien une volonté, j'allais dire, d'avoir une communication assez proactive et assez optimiste. On passe au slide suivant. En termes de communication, quelles stratégies sont les plus pertinentes selon vous dans la perspective d'une sortie de crise? Alors effectivement, c'est bien d'être optimiste, mais comment conquérir des clients? Comment avoir la communication la plus efficace? Alors les stratégies les plus jugées les plus pertinentes, quelles sont-elles? Quelles sont celles qui apparaissent selon vous? Alors, ce à quoi on assiste, c'est finalement un renforcement des stratégies déjà initiées auparavant. C'est-à-dire, on le voit, les annonceurs sont confortés dans l'idée qu'il faut aller encore plus vers de l'hyperciblage. On le voit, favoriser les investissements hyper ciblés, on passe de 40 à 53%. L'accélération du digital, on passe de 30 à 43%. Effectivement, le digital qui permet cet hyper ciblage, justement. Mais ce qui paraît intéressant, c'est que dans ce contexte-là, les médias, une fois encore, ne sont pas du tout relégués dans un second plan. C'est-à-dire que l'investissement massif dans le digital n'implique pas une baisse des investissements dans les masses médias, par exemple. Alors, après, il y aura forcément des arbitrages budgétaires à faire pour les annonceurs, mais en tout cas, ils peuvent d'un côté investir massivement dans le digital, de l'autre, pour d'autres problématiques, continuer à investir massivement dans les masses médias.
En tout cas, en termes de confiance, on voit que les deux sont quasiment au même niveau. Donc, exactement. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ce qu'on voit aussi, donc, qui fait écho à ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'importance de la communication RSE, la prise en compte de ces nouveaux enjeux, c'est effectivement la favorisation des investissements médias qui tiennent compte de l'impact carbone. On voit qu'on est sur une dynamique positive. Et donc ça, c'est vraiment aussi, ça s'inscrit dans une tendance plus large. Qui est beaucoup plus importante que l'année dernière. Vous voyez, on passe de 29 à 42%, ce qui veut bien dire qu'il y a eu une maturation dans les esprits quand même de cette question-là. Exactement. Et alors, effectivement, en bas de classement, si je puis dire, favoriser les investissements dans les événements et les rencontres physiques, on voit que c'est encore assez timide, 25%. Absolument. Mais là, pour le coup, je pense que pour ce secteur, l'horizon est encore un peu bouché, malheureusement. Les perspectives sont pas encore. Il faut attendre l'année prochaine. Je pense qu'il faut attendre encore. Alors, maintenant, parmi les nouveaux canaux de communication, c'est vrai qu'on avait vu les TikTok, Twitch, Clubhouse arriver et on se disait, est-ce que, aux yeux des professionnels, les médias prennent suffisamment en compte ces nouveaux vecteurs de communication, notamment pour toucher les cibles jeunes? Et qu'est-ce qui apparaît au vu de ces résultats? Il apparaît que c'est on va dire un champ d'exploration possible et sur lesquels les médias sont quand même dans leur majorité attendus. 49% des professionnels, vous le voyez, estiment qu'ils ne sont pas suffisamment présents sur ces nouveaux canaux. Seulement 16% pensent qu'ils le sont. Et on en a un tiers qui, en revanche, nous disent c'est pas sur ces canaux qu'on attend les médias. Donc ça, évidemment, ça va dépendre de l'ADN, ça va dépendre de la cible qu'on cherche à viser. S'ils ont une cible jeune ou pas, notamment. Voilà, donc ça, c'est pas très surprenant. Mais en tout cas, si on écarte ces 35%, on a quand même une majorité qui attendent les médias sur ces canaux. Et parmi ces gens-là, la balance est plutôt d'une présence jugée encore insuffisante aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a notamment les chaînes télé qui vont pas mal sur Twitch. Exactement. Donc on sent que c'est une bonne dynamique qu'il faut intensifier. Très bien. La slide suivante, donc la consommation média et à travers la commande vocale. Ça, c'est un nouveau chantier. On pense beaucoup à Siri, mais il n'y a pas que Siri. On peut aujourd'hui commander à la voix beaucoup de médias. On s'est demandé, tiens, ce serait peut-être intéressant de demander aux professionnels s'ils attendent qu'on donne de plus en plus d'importance à cette commande vocale dans la consommation média. Et quelle est la réponse? La réponse est oui, pour les 3/4. Ils pensent vraiment que c'est un nouveau mode en fait, qui va prendre de l'essor dans la consommation média des publics. Donc la commande vocale aujourd'hui fait partie des usages, clairement. Et encore, je pense qu'elle est amenée sans doute à se développer. Donc avec, on a eu l'entrée sur le marché des enceintes connectées, mais je pense qu'avec les assistants vocaux en voiture, par exemple, qui sont encore peu développés, c'est sans doute un domaine qui ne va faire que progresser. Et qui ouvre la porte notamment à de la consommation média, à la consommation radio différente en voiture. Donc oui, pour lancer un podcast ou pour lancer un programme quelconque. Alors on voit ensuite la question du focus, parce que nous faisons chaque année un focus. Alors nous avions déjà fait l'année dernière le focus autour du podcast justement et de la SVOD. Nous avons rajouté cette année quelque chose qui est la VOD, en fait, tout ce qui est la VOD, mais assistée par la publicité. Mais commençons tout de suite par la SVOD, donc l'abonnement à la vidéo en ligne par abonnement, comme on dit en français. On voit très bien que l'événement nouveau, c'est le lancement de Salto. Comment les professionnels ont-ils apprécié cela? Est-ce qu'ils ont considéré que c'était une toute petite pierre dans un immense océan qui s'appelle Netflix ou pas? Disons que c'est sûr que la concurrence est très rude. C'est évidemment compliqué d'émerger dans ce secteur avec des acteurs mondiaux aussi puissants.
que le sont Netflix, Amazon, Disney. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que l'initiative est majoritairement saluée par les professionnels, voilà, qui au moins valident le fait d'avoir des acteurs français présents sur ce marché. Je rappelle que Salto, effectivement, c'est France Télévisions, M6 et TF1. Donc effectivement, ça embarque beaucoup de groupes audiovisuels français. Et alors Isabelle, cette année, nous avons fait un focus sur la VOD, qui est la vidéo à la demande supportée par la publicité, qui est un nouveau modèle qui est très connu aux États-Unis. On a essayé de voir quel pouvait être aux yeux des professionnels l'avenir de ce modèle en France, et quelle est la réponse? La réponse est oui. Bon, en tout cas, les professionnels y voient de belles opportunités. 82% pensent que la VOD va se développer, va avoir du potentiel de développement en France. Ceci, je pense, dans un contexte où la propension à payer dans un marché où les offres sont de plus en plus morcelées, multiples, va peut-être finir par trouver ses limites. Donc le marché américain est finalement un bel exemple du succès de la VOD, avec différentes offres qui trouvent leur public. Effectivement, peut-être un potentiel de développement pour ce nouveau type d'offre. En revanche, un type d'offre qui peut nuire aux chaînes de télévision. Donc c'est ce qu'on voit là dans le deuxième slide, oui, enfin le deuxième graphique. Absolument. Et je pense qu'ici, c'est vraiment le on-demand en fait qui prime. C'est-à-dire que finalement, c'est l'hyper-choix proposé et offert aux consommateurs par ces services de VOD qui finalement l'emportent sur une consommation et sur une programmation plus linéaire. Alors on rappelle quand même que la VOD, c'est Pluto TV, par exemple, qui a été lancé en début d'année, Rakuten également. Enfin, il y a plusieurs opérateurs, mais c'est quelque chose qui est mal connu encore en France, mais qui commence à être connu des professionnels. Effectivement, les premiers à en pâtir seront assez logiquement les chaînes de télévision, payantes ou gratuites, et seulement dans un second temps, c'est bien ça, les plateformes de SVOD elles-mêmes. Exactement. D'accord, eh bien très bien. Isabelle, merci de nous avoir présenté cette étude, encore très riche, et j'espère que vous aurez bien retenu l'information essentielle. 97% des annonceurs sont très optimistes pour cette année. Merci beaucoup à vous deux pour les résultats de cette étude. Avant de commencer, petit rappel des règles du jeu de ce Grand Prix. 70 dossiers présentés et un jury de 10 experts pour les départager. Le jury a étudié tous les dossiers, catégorie par catégorie, et a présélectionné les meilleurs d'entre eux en ligne. Il a ensuite décerné, au cours d'une journée riche en débats, les prix bronze, argent et or pour les différentes catégories, et même un prix spécial qui a une réalisation qui a particulièrement retenu l'attention de nos jurés. Puis bien sûr, le Grand Prix, la médaille d'or, toutes catégories confondues. Le jury étant particulièrement exigeant, il a décidé dans certaines catégories de ne décerner que de l'argent ou du bronze. Bien évidemment, je rappelle qu'au Grand Prix Stratégie, on ne peut pas être jugé parti. Les membres du jury concernés par un dossier n'avaient pas le droit de se prononcer à son sujet. Ils ont travaillé dur, on les remercie. Ce jury était composé de Anne-Cécile Auconte, directrice de la régie publicitaire Unimédia. Lorenzo Benedetti, cofondateur CEO Paradiso Media. Jérôme Casadieu, directeur de la rédaction L'Équipe. Julien De Groot, directeur de la veille et du développement groupe TF1. Françoise Fassin, COO in charge of Strategy and Com Design Initiative, membre de l'UDECAM. Laurent Frisch, directeur du numérique et de la production Radio France. Marion Anne, directrice générale adjointe Havas Média France, membre de l'UDECAM. Marina Jogrivo, coordinatrice média et partenariat FDJ, membre de l'Union des marques. Isabelle Trévilly, directrice Pôle Média et Digital IFOP. Christophe de Valembras, chef du Media Lab France Télévisions. Merci beaucoup à vous pour la qualité de vos débats. Avant de commencer avec l'annonce du palmarès, regardons Christophe de Valembras, chef du Media Lab de France Télévisions, membre du jury. Évaluer les projets cette année n'a pas été chose facile dans un contexte de crise si handicapant. Alors s'il existe une tendance, selon moi, dans ces nominations, qu'elles soient couronnées ou non d'ailleurs, tient sûrement au fait qu'elles existent déjà, qu'elles montrent
une belle capacité d'enthousiasme, de mobilisation, d'adaptation, dans des conditions si compliquées, si anxiogènes et si propices au repli sur soi. Toutes et tous, bravo d'avoir su aller de l'avant alors qu'il était si facile de faire le dos rond. Alors s'il existe une ou des tendances remarquables, sans doute, ce seront l'enthousiasme, la mobilisation et certainement la confiance. Alors bravo. Isabelle Trévilly, directrice du pôle média et digital IFOP, revient à son tour sur son expérience de juré cette année. Cela fait maintenant 5 ans que l'IFOP est partenaire du Grand Prix Stratégie de l'innovation média, et ce depuis la première édition. C'est toujours avec plaisir et grand intérêt qu'en tant que directrice du pôle média et digital de l'IFOP et membre du jury, je découvre chaque année les différentes innovations du secteur. Cette année encore, les médias et les régies ont su démontrer leur capacité à se renouveler, à se réinventer, en actionnant différents leviers d'innovation pour s'adapter aux mutations de notre société et aux enjeux qui se posent en permanence. Les prix que nous avons décernés cette année reflètent vraiment une grande richesse dans les partis pris d'innovation. Et je n'aurai donc qu'un mot, un grand bravo à tous et continuez à nous surprendre. Et maintenant, place au palmarès avec la première catégorie, meilleures initiatives éditoriales, meilleures émissions, initiatives en radio. On commence avec un bronze qui revient à France Inter pour l'émission radio Public Imaginaire, un spectacle de Nora Hamzaoui. Le 27 novembre 2020, France Inter a voulu faire de la radio un lien entre les artistes et le public et a choisi de leur permettre de se retrouver le temps d'une soirée autour d'un spectacle inédit écrit pour France Inter par Nora Hamzaoui. Félicitations à vous pour ce prix. On enchaîne avec un or pour clôturer cette première catégorie qui revient à Radio France avec leur programme Hyper Nuit. Les lieux culturels et en particulier les salles de spectacle étant fermées en raison de la crise sanitaire, Radio France a choisi de témoigner son soutien aux artistes. Elle a créé l'événement en mobilisant ses antennes pour Hyper Nuit. Le samedi 23 janvier 2021, une centaine d'artistes a participé à un concert exceptionnel diffusé en simultané sur 5 antennes du groupe. Sans plus attendre, on découvre un extrait de ce programme. Moi, je vis d'amour et de rire, je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire. Laissez-moi danser, laissez-moi danser, chanter en liberté tout l'été. Laissez-moi danser, laissez-moi aller jusqu'au bout. Félicitations à eux. Tout de suite, Didier Varro, directeur musical des antennes de Radio France, nous explique pourquoi il a décidé de créer l'événement Hyper Nuit. Lui, c'est d'abord un collectif emmené par Juliette Armanet et Malik Djoudi qui m'ont emmené dans leur rêve, ce rêve de réunir 100 artistes pour 6 heures de live et le faire diffuser par 5 antennes du groupe Radio France pour la première fois de leur histoire. Elles ont diffusé le même programme musical. Tout ça, c'était le 23 janvier et ça venait finalement dans le prolongement de ce soutien à la scène française que nous avons commencé au début du premier confinement en mars 2020. Une hyper nuit, hyper magique, une hyper aventure humaine, hyper utopique, hyper nécessaire, hyper déraisonnable sur le papier, mais hyper essentielle à réaliser parce que c'était le plaisir de tous se retrouver ensemble pour finalement imaginer quoi? Un hyper Woodstock distancié, mais un hyper moment de musique. Alors, des hyper merci pour avoir donné l'or à cette hyper nuit. À bientôt. Bravo à vous, on enchaîne avec la catégorie meilleur programme TV ou SVOD.
Et on commence avec un argent ex-aequo qui revient à Vice TV pour la série À la bonne étoile. Le pire salon de coiffure de Paris, la pire esthéticienne, il suffit pour les repérer de regarder leurs notes. Pourtant, sont-elles toujours le reflet du réel? Avec À la bonne étoile, Vice TV vérifie si les notes attribuées aux établissements sur Internet sont fondées ou non. Menée par Marie Cloque, cette série de 5 épisodes de 22 minutes dévoile avec justesse et humour les dérives potentielles du système de notation en ligne. On regarde. Il y a un ou deux commentaires qui disent que tu serais macho. C'est dégueulasse, franchement. Ok. Bonjour, je suis Marie Cloque. Et pour vous, je suis allée voir les professionnels les moins bien notés pour savoir si Internet avait raison. Il n'y a pas de risque qu'il y ait une réaction chimique et que mes cheveux tombent. Ah si, si. Ok. Palma. Elle monte. Palma. Palma. Gino. Allez, viens vite, Gino. Le second argent ex-aequo revient à TMC pour l'émission Rétroscopie. Avec Rétroscopie, TMC se lance dans un nouveau genre d'interview parodique et moderne. Cette émission propose de découvrir la carrière future d'un artiste. Ainsi, seule face à la journaliste Hélène Manarino, l'invité grimé remonte les années et les souvenirs de 2020 à 2050 à travers des images d'archives fictives des plus grands moments de sa vie. Regardez. Rendez-vous en 2050 pour une émission spéciale Jean-Paul Rouve qui vient de fêter ses 83 ans. Action. Bonsoir Jean-Paul Rouve. Bonsoir. Et bienvenue dans votre rétroscopie. Je vous propose que l'on revoie cette séquence et qu'on en parle juste après. Tout ça, c'était pour s'amuser, vous savez. Qu'est-ce qu'on fait à mon âge? On dit la vérité. Cette émission est à la fois une rétrospective et une coloscopie, en tout cas une occasion unique d'en savoir plus sur vous. On enchaîne avec un or qui revient à M6 pour Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac. Cyril Lignac, chef cuisinier, pâtissier et animateur, ainsi que Jérôme Anthony, animateur de radio-télévision et acteur, nous explique quelles ont été leurs motivations dans la création de cette émission en période de confinement. Merci pour ce prix les amis, on est super émus. Non, c'est génial, merci beaucoup en tout cas. On a fait vraiment cette émission pour s'amuser, pour divertir, pour bien manger aussi et passer ce confinement. Et on est ravis de ce prix. Et ouais, c'est un prix familial, on le partage avec vous. Alors à très vite. Bravo à vous! On enchaîne avec la catégorie Meilleure innovation dans le traitement de l'information. Pour cette troisième catégorie, le jury a remis uniquement un or qui revient à France Info pour l'agence France Info. France Info a fait le choix de privilégier la vérification par rapport à la course à l'information en créant l'agence France Info. Cet organe voit, en cette période de crise sanitaire, sa responsabilité accrue par l'importance de la lutte contre la défiance des Français, mais aussi contre la désinformation. Regardez. L'agence France Info est une organisation unique en France au sein même d'un média. Sa mission, centraliser, sourcer, vérifier et certifier les éléments pour garantir une information fiable et juste sur l'ensemble des antennes de France Info. Alors comment ça fonctionne? Il peut y avoir 3 sources. Les journalistes et reporters de France Info sur le terrain, l'antenne radio ou encore la veille sur les médias concurrents et internes, les sites web et les réseaux sociaux. Alors l'agence passe l'information au crible, la vérifie, la source avant d'en faire une dépêche qui pourra être relayée sur le numérique, sur l'antenne radio et sur le bandeau d'information de la télé, sur le canal 27. Pour mener à bien cette mission, 17 journalistes composent l'agence qui est opérationnelle, 20 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Tout de suite, Estelle Cognac, directrice de la rédaction de France Info et fondatrice de l'agence France Info, nous explique en quoi l'agence France Info est une structure innovante et nécessaire. L'agence de France Info est une structure qui n'existe pas dans d'autres médias en France et elle a notamment pour rôle la centralisation de l'information de France Info et c'est primordial dans une chaîne d'infos en continu et qui a notamment plusieurs antennes. Le but est de ne pas donner des infos contradictoires. Elle s'occupe aussi de la vérification de l'information puisque sur nos antennes, on ne donne que des infos vérifiées et dans l'univers dans lequel on est aujourd'hui avec de la désinformation, des fausses informations qui circulent, c'est d'autant plus important de faire cette vérification et de l'afficher et de la partager sur toutes nos antennes.
On enchaîne avec la catégorie meilleur lancement, nouvelle formule de presse. Et on commence avec un bronze ex-aequo qui revient à Unimédia pour le magazine Naturissime. La santé, la naturalité et le rapport à l'écologie sont plus que jamais au cœur des discours médiatiques et des préoccupations des Français. Pour répondre aux attentes de tous ceux qui veulent prendre soin d'eux tout en agissant pour le bien de la planète, le groupe Unimédia a lancé le 15 octobre 2020 Naturissime, un nouveau trimestriel. Félicitations à vous pour ce prix. Le deuxième bronze ex-aequo revient également à l'usine Nouvelle et l'Infopro Digital pour l'usine Nouvelle se réinvente. 2020 a été une année de basculement dans de nombreux secteurs et tout particulièrement dans l'industrie française. L'usine Nouvelle a donc choisi de se transformer en profondeur. Félicitations à vous. On enchaîne avec la catégorie meilleure enquête. On commence avec un bronze qui revient à TCM Cinéma pour son documentaire Basic Instinct, Sex, Death and Stone. À l'heure de #MeToo et du Girl Empowerment, TCM Cinéma a décidé de mettre en lumière une œuvre majeure des années 90 qui a révolutionné le thriller viril Basic Instinct. Dans un documentaire inédit de 52 minutes, une création originale, la chaîne revient sur la genèse du film et sur son impact sur la société. Félicitations à vous. Un argent à présent qui revient à France Inter pour 1 an auprès des alcooliques anonymes par Vanessa Descoureaux dans Interception, le magazine de grands reportages des journalistes de France Inter. Le mouvement des alcooliques anonymes a fêté en 2020 ses 60 ans d'existence en France. À l'occasion de cet anniversaire, Vanessa Descoureaux a emmené les auditeurs de l'émission Interception de France Inter au cœur de leur réunion. Pendant 1 an, la journaliste a assisté à ces rendez-vous hebdomadaires. Des témoignages rares, bruts, sans filtre. On découvre en images. 1 an auprès des alcooliques anonymes, c'est un reportage de Vanessa Descoureaux. France Inter, Interception, le magazine de reportage de la rédaction. Moi, je me sens pas guérie. Je me sens toujours alcoolique, abstinente mais alcoolique. La rechute me fait très peur parce que pour l'avoir vécu au bout de 2 mois, je sais que la rechute est pire qu'avant. Comme moi, c'était un anxiolytique pour moi. Par rapport à la violence que je vivais à la maison. Est-ce qu'on supporte mieux les coups quand on est un peu bourré, en gros, ouais. Oui. Parce que c'était moins violent, finalement, sous l'alcool. On termine cette catégorie avec un Nord qui revient à La Voix du Nord pour sa campagne contre le harcèlement scolaire. Afin de se positionner en tant que média utile et engagé et d'évoluer vers un journalisme de solution, la rédaction de La Voix du Nord a décidé de s'atteler à un sujet majeur qui résonne auprès de chaque citoyen. Pour la première année, elle a choisi le thème du harcèlement scolaire. Débutée en septembre 2019, la campagne a permis une remise officielle de 8 propositions concrètes à la rectrice de l'académie. Sans plus attendre, on découvre en vidéo. Vous avez interrogé des spécialistes du harcèlement, rencontré des élèves et des professeurs, et vous avez dans ce dossier dégagé 8 mesures à mettre en place contre le harcèlement. Par exemple, il suffirait de mettre une feuille dans tous les carnets de liaison des élèves de cette région. On enchaîne avec la catégorie Meilleur programme émission online. On commence cette catégorie avec un argent qui revient à Yahoo France pour le programme La phase catchée. Dans un contexte de tension qui se multiplie en France et dans le monde depuis la mort de George Floyd, Yahoo a voulu mettre en lumière à travers une création originale une vision rassembleuse de la diversité en donnant la parole à des personnalités dont les parcours sont des véritables inspirations. Sans filtre, ils racontent comment leurs origines ont influencé leur carrière, comment parfois ils ont fait une incroyable force de ces origines, mais ils lèvent également le voile des réalités passées sous silence. Regardez.
J'ai toujours estimé que Yéhoo, au-delà d'informer et de divertir, devait avoir une mission sociétale. La diversité, c'est un fait de société. Je voulais l'aborder. Le choix de Manu Katché s'est vite imposé parce que c'est un homme qui déborde de valeur et de générosité. Lorsque Yahoo m'a contacté, on a réfléchi à réaliser un programme avec des témoignages de personnes inspirantes, non vindicatives, simplement pour partager. Et on termine cette catégorie avec un or qui revient à Brut pour l'interview exclusive d'Emmanuel Macron, président de la République. Fin novembre 2020, l'actualité française est marquée par les violences policières dans un contexte sociologique tendu où la détresse de la jeunesse est palpable. Après une année de crise sanitaire, on le rappelle, et de privation. En tant que premier média en France chez les 15-35 ans, Brut a souhaité interroger le président de la République sur les vrais sujets qui intéressent les jeunes. Le 4 décembre 2020, un entretien exclusif d'Emmanuel Macron est ainsi retransmis en direct sur les réseaux sociaux. Sans plus attendre, on le redécouvre en images. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct sur Brut pour un live exceptionnel. Je ne crois pas à la vaccination obligatoire pour ce vaccin. On ne sait pas tout sur ce vaccin comme on ne sait pas tout sur le virus. Sur Instagram, Facebook, Twitter, vous nous avez posé des milliers de questions. Et ces milliers de questions, eh bien, on en a synthétisé beaucoup pour les poser au président de la République. Moi, j'ai tout mon temps. Bravo à vous, on enchaîne avec la catégorie meilleur lancement, refonte de plateforme en ligne. On commence avec un bronze ex-aequo qui revient à ETX Studio pour la plateforme ETX Daily Up. Constatant l'ampleur de la révolution en cours autour de la voix et de la commande vocale, ETX Studio a lancé le 8 décembre 2020 ETX Daily Up, sa nouvelle plateforme d'information 100% audio augmentée. L'objectif est de donner aux médias et aux marques le moyen de proposer une offre audio massive et de se positionner dans ce nouveau contexte de révolution du son. Félicitations à vous. Le second bronze ex-aequo revient à l'usine Nouvelle. À nouveau pour l'usine Nouvelle se réinvente, déjà récompensée précédemment. Félicitations à vous. On enchaîne avec la catégorie meilleur podcast natif. On commence cette catégorie avec un argent qui revient à Radio France pour le podcast Olma. France Inter a choisi de s'adresser aux citoyens et acteurs du futur avec la série de podcasts Olma. Destiné aux 8-12 ans, ce format conçu avec la Cité des sciences et de l'industrie invite à suivre Mathieu Vidard et Olma, une machine imaginaire qui se nourrit de toutes les connaissances du monde. Regardez. France Inter et la Cité des sciences et de l'industrie présentent le podcast original Olma, les sciences pour les 8-12 ans. Bonjour Olma. Bonjour Mathieu. Ma seule source d'énergie est la connaissance, celle des plus grands scientifiques qui viennent me rendre visite. La banquise et les glaciers, ça n'a rien à voir en fait. Et je mémorise tout. Les planètes, ce sont des objets qui tournent autour du Soleil. Même si les humains sont parfois bizarres. Quand vous vous déplacez dans l'espace, tout se passe comme si vous ne vous déplaciez pas. Alors suivez-nous dans cette aventure fascinante en vous abonnant au podcast Olma sur franceinter.fr. On enchaîne avec 2 ors ex-aequo. Le premier revient à France Culture pour son podcast original Mécanique du journalisme. À une époque où la question de la légitimité des médias et de leur intégrité est régulièrement au centre des polémiques, France Culture a choisi de lancer en octobre 2020 une nouvelle collection de podcasts originaux pour pénétrer dans les coulisses des grandes enquêtes contemporaines qui ont modifié la société et mettre au jour le quotidien des journalistes. Sans plus attendre, on découvre ça en images. Ce qui est difficile dans une enquête, c'est d'arriver à trouver des interlocuteurs qui vous racontent des choses et qui ne l'ont jamais raconté. Très vite, on m'a indiqué que le Luxembourg accorde des passe-droits fiscaux aux entreprises. L'affaire Fillon n'est pas partie d'une information, d'une source qui nous aurait donné quelque chose. On est là pour dire des faits vérifiés d'intérêt public. Sur place, ils se parlent avec les téléphones portables et il y a quelqu'un qui dit ouais, il y a une attaque de sarins
arme chimique, sarin, qui a lieu à Jobar. Le second tort ex aequo revient également à France Info avec Radio-Canada, RFI, la RTBF et RTS pour le podcast Washington DC. Washington DC est né de l'alliance entre 5 radios francophones publiques, France Info, RTBF, Radio-Canada, RTS et RFI. Grâce au regard croisé des correspondants sur place, il raconte l'élection américaine de l'intérieur à travers des épisodes enregistrés au cœur des lieux emblématiques de l'histoire du pays. Sans plus attendre, on écoute un extrait de cette émission. Novembre 2020, l'Amérique a choisi Joe Biden. I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify. Washington DC, c'est l'élection américaine racontée par les correspondants des radios francophones aux États-Unis. Donald Trump à Mar-a-Lago, Joe Biden dans le bureau ovale, le 46e président des États-Unis est déjà au travail. C'est l'épisode 33 de Washington DC. Washington DC, un podcast original France Info à retrouver sur franceinfo.fr et l'application Radio France, podcast et direct. Tout de suite, Lucas Manger, directeur adjoint de la rédaction de France Info et directeur du numérique, nous explique comment est venue l'idée de créer Washington DC. Washington DC, c'est né d'une discussion avec Grégory Phillips, le correspondant de France Info à Washington, à l'été 2019. Il avait envie de faire un podcast sur l'élection présidentielle, j'avais envie qu'il en fasse un, mais surtout il me dit, tu sais, on est 5 correspondants francophones à Washington et on va tous avoir envie de faire un podcast, donc on n'a qu'à en faire un tous ensemble. Et c'est comme ça qu'est née l'aventure Washington DC avec France Info, avec la RTBF, avec Radio-Canada, avec la RTS et avec RFI. Ils se sont mis à raconter leur couverture de l'élection américaine, leurs anecdotes, leurs analyses, surtout leur connaissance approfondie de ce qui se passait dans la campagne et petit à petit de Trump qui commençait à s'engluer à l'intérieur de cette campagne jusqu'au suspense final. On a mis fin à Washington DC quand Joe Biden a été élu, mais ça recommencera. Bravo à vous, on enchaîne avec la catégorie meilleure stratégie de développement éditorial, meilleure stratégie vidéo. On commence cette catégorie avec un argent qui revient à France Culture pour son dispositif spécial laïcité. L'assassinat de Samuel Paty le 16 octobre 2020 a remis au cœur des préoccupations du gouvernement, de l'école, des médias et de tous les citoyens la question des libertés d'expression et de la presse ainsi que celle de la laïcité. Podcast inédit, vidéos éclairantes et émissions, tous les canaux sont employés pour une journée spéciale consacrée à la laïcité. On regarde. Ce dispositif que vous avez choisi de saluer, il ressemble tout à fait à ce que France Culture est aujourd'hui capable de faire, a envie de faire. C'est-à-dire, bien sûr, faire de la radio. C'était une journée spéciale à l'antenne de France Culture ce jour-là. Mais c'était aussi un podcast extrêmement ambitieux. Ils ont pensé la laïcité, écrit par Gérard Courtois et lu par Rachel Kahn. C'était une vidéo. La République assure la liberté de conscience. Et c'était aussi une sélection de programmes sur le site de France Culture. On enchaîne avec un or qui revient à Combini pour Make Home Great Again. Le 16 mars 2020, alors que le gouvernement annonce le premier confinement, Combini réagit immédiatement en lançant Make Home Great Again afin d'apporter des ondes positives et solidaires dans cet océan d'anxiété. 70 artistes venus d'horizons très différents se sont ainsi prêtés à des interviews good vibe. Sans plus attendre, on découvre un extrait de cette vidéo. Je suis chez moi à Paris, super sage. Hein. Ça fait plaisir. Tout de suite, David Creusot, cofondateur et président de Combini, nous explique en quelques mots Make Home Great Again. Bonjour à tous, merci pour ce prix, on est super contents. Make Home Great Again, c'est un format qui a fait 235 millions de vues, on a fait 70 épisodes et on l'a lancé le jour
où le président Emmanuel Macron a annoncé le premier confinement. Ça a été un vrai succès, je pense, dans une période où on avait tous besoin de réconfort, de voir ce qui se passait dans l'intimité des uns et des autres. Je crois que ça a beaucoup plu. Moi, j'ai une grosse préférence pour David Guetta, et en tout cas, c'était un boulot de ouf. Et bravo à toute l'équipe de Combini, et merci encore pour ce prix. Félicitations, on enchaîne avec la catégorie meilleure présence sur les réseaux sociaux, stratégie d'interactivité. On commence avec un bronze qui revient à M6 Publicité, Link Up Factory et Lipton Ice Tea pour la campagne #Lipton Génération Tri. En 2020, Lipton Ice Tea a accéléré son engagement en devenant la première marque de sa catégorie à proposer la quasi-totalité de ses bouteilles conçues avec 100% de plastique recyclé. Mais rien ne peut avancer sans les consommateurs qui sont un maillon essentiel de ce recyclage. Afin de sensibiliser les millennials à cette question, Lipton Ice Tea s'est associé à M6 Publicité et à la Link Up Factory pour construire cette campagne autour de 3 influenceurs, les mettant au défi de changer leurs habitudes de tri. Félicitations à vous. On continue avec un argent qui revient à TF1 pour TikTok et l'information de TF1. TF1 est la chaîne dont les rendez-vous d'information réalisent les meilleures performances auprès des jeunes. Dans l'optique de les sensibiliser encore plus à l'actualité, de renforcer leur lien avec l'information, mais aussi dans une volonté de pédagogie et de transparence sur les métiers de la rédaction, le groupe TF1 s'est associé à TikTok pour une opération spéciale. Félicitations à vous. Like a sandcastle in the wind. You couldn't focus, running way too hard just to keep the dough. On termine cette catégorie avec un or qui revient à Canal+ pour le dispositif orchestré autour de la série La Flamme. Pour le lancement de La Flamme sur Canal+ le 12 octobre 2020, la chaîne a choisi de communiquer sur le programme comme autour d'une véritable émission de télé-réalité sans jamais la qualifier de série. Sans plus attendre, on découvre en images. Je t'aime, Marc. Pour l'instant, ça n'est pas réciproque. Je mérite d'être aimé. Plus fort. Avec ses bras trop courts, il ne peut pas tartiner ses petits baguettes grillées. Quel malheur pour Jean-Guy, avec son délicieux beurre, il ne commettra jamais le bonheur. Et on se retrouve tout à l'heure avec l'humour. Chantez avec nous la chanson, la guinguille, la janquille. Félicitations à vous, on enchaîne avec la catégorie meilleure application pour mobile et tablette. Dans cette catégorie, les jurys ont décerné un unique or qui revient à Canal+ pour l'application mobile MyCanal. Pour lutter contre cette pression accrue des plateformes SVOD américaines sur le marché français, MyCanal a voulu améliorer son ancrage dans le quotidien de ses abonnés en s'adaptant aux différents types d'usage des Français. Regardez. Bravo à vous, on enchaîne avec la catégorie meilleure diversification de la marque média, meilleur événement. On
commence avec un bronze qui revient à la Voix du Nord pour le salon Made in Hauts-de-France. Afin de renforcer les liens de ses lecteurs avec les acteurs du territoire, la Voix du Nord a imaginé le salon Made in Hauts-de-France. L'objectif est de révéler, rassembler et célébrer en un lieu unique les territoires, les talents, les savoir-faire, les entreprises et les innovations les plus emblématiques des Hauts-de-France. Félicitations à vous. Un argent à présent qui revient à France Info et Les Échos pour l'événement Média en scène 3e édition 100% digital. En raison de la crise sanitaire, Média en scène a dû, pour sa 3e édition, totalement se réinventer. L'événement 100% digital a offert une occasion unique de rassembler virtuellement professionnels et grand public pour un temps de réflexion, de partage, de créativité et de débat à ciel ouvert autour de thématiques qui questionnent les médias d'aujourd'hui et ceux de demain. Regardez. On termine cette catégorie avec un or qui revient au Monde et Brainsonic Events pour le salon étudiant du groupe Le Monde. Le groupe Le Monde organise depuis 16 ans différents salons étudiants. Mais au printemps 2020, dans un contexte sanitaire exceptionnel, il lui a fallu préparer de façon totalement inédite les salons de l'automne. Regardez. Tout de suite, Laurence Bonicalzi, directrice de M-Publicité du groupe Le Monde, revient pour nous sur les conditions du succès de ce projet. Le projet s'appuie sur 3 composantes fortes. Une expérience solide en matière de salon, un dialogue continu avec les écoles et les universités pour comprendre leurs besoins et une connaissance accrue des nouveaux usages des jeunes générations sur le digital. Ça nous pousse et ça nous permet de faire un choix structurant pour le groupe Le Monde et pour M-Publicité. Premièrement, le choix d'une plateforme sur mesure et non pas déjà existante, donc pas limitante, et c'est ce pourquoi nous choisissons Brainsonic comme partenaire. Et le deuxième, c'est une plateforme qui soit adaptable à chacun de nos événements, totalement immersive et donc très engageante. Fort du succès des événements que nous avons menés sous cette forme-là, on va reconduire cette expérience mi-digitale, mi-présentielle pour garder le meilleur des deux mondes et travailler donc dans un système d'hybride. À présent, retrouvons Morgane Bamba, directrice du pôle Events de Brainsonic Events, qui nous explique quelles sont les clés pour réussir sa digitalisation d'événements. Alors le piège dans lequel on ne voulait surtout pas tomber, c'était celui de construire un jumeau numérique. On a eu à cœur de penser une expérience faite pour l'écosystème digital et c'est la raison pour laquelle on a vraiment placé l'UX et l'UI au centre de toute la réflexion. Cette réflexion, on l'a aussi menée avec les principaux concernés, donc les écoles partenaires qu'il a fallu convaincre de l'intérêt du dispositif et aussi les participants. On a eu à cœur de recueillir vraiment leurs freins et leur motivation dans le fait de participer à un événement digitalisé. La plateforme, elle continue de vivre, on est à une approche très agile, on l'affine, on la sculpte au fur et à mesure pour qu'elle corresponde le plus possible aux attentes des audiences. Et puis l'aventure avec Le Monde, elle continue, puisque maintenant on travaille sur l'hybridation des salons. Comment est-ce qu'on fait pour faire converger et avoir le meilleur des deux mondes, la richesse des échanges sur un événement physique et la performance et l'efficacité du digital. Et ça, c'est le prochain très grand challenge du monde de l'événementiel. Bravo à vous, on enchaîne avec la catégorie meilleure déclinaison de la marque média hors événement. On commence avec un bronze qui revient à Combini pour Fast and Curious by Combini, le jeu. Les jeux de société connaissent un retour en force depuis 2 ans et c'est sur cette vague qu'a surfé Combini. La marque a ainsi lancé un jeu inspiré de son format d'interview iconique, Fast and Curious. Félicitations à vous.
On clôt cette catégorie avec un argent qui revient à Ça m'intéresse et France Inter pour le magazine Grand bien vous fasse. Afin de prolonger l'expérience de l'émission de radio Grand bien vous fasse d'Ali Rebéi, France Inter et Ça m'intéresse en ont fait un magazine papier original, convivial, vivant et surtout bienveillant. Il permet d'approfondir les thématiques de l'émission avec des experts et a pour ambition de proposer aux lecteurs une boîte à outils pour les aider au quotidien. Bravo à vous! On enchaîne avec la catégorie Meilleure innovation dans l'offre de régie. On commence avec un bronze ex-aequo qui revient à France Télévisions Publicité pour Akuo, le nouveau service marketing de France TV Publicité utilisant l'IA. Déterminé à soutenir ses partenaires dans leur reprise d'activité, France TV Publicité a créé un nouveau service marketing, Akuo, écoutez en grec. Celui-ci collecte, structure et fait dialoguer, grâce à l'intelligence artificielle sémantique, 4 sources de data complémentaires. Félicitations à vous. Le second bronze ex-aequo revient à TF1 Publicité et Good Deed pour la première offre de vidéos solidaires multicanal. Pour aider les marques à s'engager, TF1 Publicité s'est associé à Good Deed et a lancé la première formule de publicité digitale solidaire multicanal en France. Ainsi, à chaque publicité diffusée sur TF1 ou MyTF1, avec le format solidaire, une partie du budget média investi par l'annonceur est reversée à une des 200 associations partenaires. Félicitations. Pour finir, un or revient à Canal+ Brand Solutions pour son dispositif publicitaire autour du programme La Flamme, orchestré avec les agences Socialize Paris, Zenith Optimédia, McCann et Fuse. À l'occasion de la sortie de La Flamme, parodie hilarante du Bachelor écrite et portée par Jonathan Cohen, ce dernier s'est infiltré dans les écrans publicitaires. Les spots pour Mythique, L'Oréal Men Expert et Seat, revisités par le comédien, ont été diffusés sur Canal+. Sans plus attendre, on regarde. Oh non. Fatigué d'avoir la fatiguée? C'est fatigant. Crème hydratante Hydra énergétique de L'Oréal Men Expert vous aide à combattre les signes de fatigue. Montrez à votre peau que vous l'aimez. Je t'aime. Enrichie en vitamine C, moi normalement je la bois. Mais là c'est pour la peau. Dès que vous voyez apparaître des petits cercles noirs sous les yeux, comme lui là-bas, moi, oui, mettez Hydra énergétique. Dormir, c'est dépassé. Faut juste mettre de la crème. Et voilà, crème hydratante Hydra énergétique anti-fatigue 24 heures par L'Oréal Men Expert. Parce que nous le valons bien. Je les connais pas. Tout de suite, Julie Galacteros, directrice de Canal Brand Factory de Canal+ Brand Solutions, va nous expliquer comment ils ont réussi à mettre en place ce dispositif. Merci beaucoup au jury pour cette récompense. Un énorme merci à tous les annonceurs et toutes les agences partenaires qui nous ont suivis dans ce pari fou. Innover est loin d'être une chose facile. Innover en quelques semaines, voire en quelques jours, est presque encore plus compliqué. Donc merci de nous avoir suivis dans ce pari créatif, audacieux et fou. C'est aujourd'hui un pari gagnant, un pari qui nous a permis d'associer le talent et l'humour incroyable de Jonathan Cohen au savoir-faire créatif des équipes de Canal Brand Factory et plus globalement à toute l'expertise média des experts de la régie Canal+ Brand Solutions. Donc pour tout ça, un grand merci à tous. Bravo à vous, on enchaîne avec la catégorie meilleur dispositif de communication pour un média, meilleure identité visuelle d'un média. Un bronze pour commencer qui revient à Canal+ pour sa nouvelle identité visuelle. Afin de refléter son changement de modèle et sa singularité, Canal+ a réinventé en 2020 son identité visuelle en créant un moving logo qui revisite sa signature et sa typographie d'origine en utilisant la lumière comme médium immersif. Cette nouvelle identité vivante et modulable a été pensée pour se décliner sur tous les formats, aussi bien à l'antenne que sur le digital, en passant par tous les supports de communication. Félicitations à vous. Enfin, de l'or pour Gédéon et France Télévisions pour Culture Box, afin d'une part de soutenir les artistes face à la crise sanitaire et d'autre part d'offrir à tous les publics un accès direct et gratuit à la culture, France Télévisions a lancé Culture Box. Cette chaîne éphémère propose de nombreux concerts, événements, spectacles de théâtre et de danse, festivals ou encore des visites de musées ou d'expositions. Culture Box a été créée en seulement 2 semaines avec une identité visuelle et sonore à 360, conçue en 7 jours, permettant un déploiement sur tous les outils de communication de la marque. On regarde. Conçue en moins de 48 heures, l'identité de la chaîne Culture Box est basée sur la dernière lettre du logotype. Le X a été redessiné pour créer 2 flèches comme les 2 rideaux d'une scène qui révèlent toute la richesse et la diversité de la programmation.
2 flèches, mais aussi 2 pointeurs qui nous guident et nous invitent à vivre l'expérience de cette scène culturelle virtuelle et éphémère. 2 signes enfin, qui évoquent le croisement, la réunion enfin possible entre les artistes et les spectateurs. Adaptée à tous les formats de communication de la marque, la grammaire visuelle laisse toute la place aux images, aux performances et aux artistes pour refléter l'esprit d'ouverture et de solidarité de la chaîne. C'est dans ce même esprit que les idents ont été imaginés. Ils sont un espace de création expérimentale et débridé dans lequel les étudiants des plus prestigieuses écoles de design françaises ont été invités à exposer leurs talents lors d'un concours en mars dernier. Emmanuel Lacaze, Lazare Bessière et Églantine Guittard nous expliquent comment est née l'identité visuelle de Culture Box. Alors c'est l'histoire d'un coup de fil un mardi soir à 9h30 où le directeur artistique de Culture Box m'explique qu'il faut qu'on trouve un concept, une identité visuelle pour lancer une chaîne dans 7 jours. Donc on s'est dit qu'il fallait être efficace, donc on a créé un logo dont on a tiré un signe à la base du X. Donc une porte ouverte sur la culture, des rideaux qui s'ouvrent, un lieu de rencontre, le croisement de toutes ces scènes qui allaient être mises à l'honneur sur Culture Box. Évidemment, on a dû penser on-air, mais off-air. Pour les réseaux sociaux, on a été jusqu'à même créer la campagne de communication qui a été vue notamment sur les colonnes Meurice en tout Paris. Merci. Nous retrouvons à présent Michel Field, directeur culture et spectacle vivant de France Télévisions, qui va nous expliquer pourquoi avoir créé Culture Box. Culture Box, c'est une aventure de télé comme la télévision en offre peu. Monter une chaîne en 15 jours, une émission quotidienne qui va recevoir des dizaines et des dizaines d'artistes à un moment où ceux-là ne peuvent plus travailler. C'était l'objectif qu'on avait, c'était d'ouvrir une maison des artistes pour qu'ils aient un toit pour faire ce qu'ils aiment, c'est-à-dire nous donner du plaisir. Et que cette entreprise collective qui a mobilisé toutes les forces de la maison se voient aujourd'hui récompensées avec nos partenaires Gédéon, que l'équipe de direction artistique soit récompensée pour l'incroyable créativité dont elle a fait preuve, c'est un hommage qui est rendu à la mobilisation de toutes les personnes qui, à France Télévisions et à ses côtés, ont permis cette très belle aventure. Félicitations, on enchaîne avec la catégorie meilleur événement, opération spéciale. Dans cette catégorie, les jurys ont décerné uniquement un or qui revient à Adult Swim France pour le doublage VF de Rick and Morty. Alors que nombreux étaient ceux qui attendaient avec impatience la sortie de la version française de la saison 4 de Rick et Morty, Adult Swim a événementialisé son lancement pour lui offrir une large visibilité. 8 influenceurs, dont McFly et Carlito, John Rachid ou Seb Abdelhamid, tous fans de la série, se sont vus proposer une expérience unique, une journée de doublage de Rick and Morty. On découvre en images. We are in France, we speak French. J'ai eu le bonheur de doubler une de mes séries d'animation préférées, Rick and Morty. On a doublé des petits personnages secondaires, mais c'était génial à faire évidemment, car cette série, vous vous doutez qu'on la tient dans notre cœur. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. De recevoir un super colis de Adult Swim. Wow, trop de kiff. Ce sera sur Adult Swim, c'est ça? Absolument. Félicitations à vous, dernière catégorie à présent, les meilleures campagnes de publicité de communication. On achève la présentation de ce palmarès avec 2 ors ex aequo. Le premier revient à Canal+ pour son spot Les Codes signé BETC. Que ce soit pour vibrer devant une compétition sportive, s'évader en se plongeant dans l'univers d'une série ou savourer le meilleur du cinéma, il peut être parfois difficile d'échapper à la tentation d'emprunter les codes Canal+. La marque y voit la reconnaissance d'une offre de contenu incontournable et a décidé de s'en amuser dans une campagne. On regarde. Très gros match ce soir, je le sens. C'est quoi ça? Ah, c'est quoi mes codes? Bah, couille-toi, ça va commencer.
Allô? Est-ce que tu peux me redonner tes codes canal, s'il te plaît? Comment ça, tu utilises encore mes codes canal? C'est personnel, les codes? Je vais voir ce que je peux faire. Tu sais que c'est illégal de me demander des trucs comme ça? Je déconne. C'est bon, je te rappelle. Mais me dis pas que t'as prêté mes codes. Non, cette fois, je peux rien pour toi. Non, c'est pas possible. Ça va pas être possible. Ok. Merci. Sinon, j'ai un puissance 4. Émilie Pietrini, directrice de la communication et de la marque du groupe Canal+, nous explique comment la campagne a été imaginée et quel a été son objectif. Qui n'a pas demandé de partager ses codes pour regarder tel ou tel contenu? Avec BETC, on a imaginé et on a eu envie d'une campagne qui puisse remettre Canal+ dans les conversations, qui puisse s'inspirer d'un principe de réalité et qui puisse être à la fois audacieuse, joyeuse. On l'a imaginée avec les talents du cinéma français. Elle a été merveilleusement exécutée et elle a eu des résultats très positifs en termes de perception, d'agrément, d'attribution, aussi bien auprès de notre parc abonné que même à souligner des résultats très satisfaisants chez les jeunes, chez les moins de 35 ans. En tout cas, un grand merci pour ce prix et un grand merci à BETC pour l'avoir exécuté avec talent. Le second heure ex aequo revient à Havas Paris et 366 pour le film « On gagne toujours à lire la PQR ». La crise sanitaire a été un révélateur du caractère utile que la presse quotidienne régionale jouait pour les Français. Mais cette dimension préexistait à la pandémie, elle était même le principal critère de distinction entre la PQR et les autres médias pour ses lecteurs. 57 éditeurs ont donc souhaité affirmer haut et fort cette raison d'être majeure au travers d'un film événement d'1 minute 30 diffusé en octobre et novembre 2020. Regardez. Weekly therapy, Frank Skinner's enemy, cause I don't like football. Adélaïde Guesser-Rossier, planeur stratégique Havas Paris, et Thomas Rechlin-Meldeg, directeur de création Havas Paris 7, décryptent ce film pour nous. Donc avec simplicité et connivence, on a juste voulu souligner cet attachement qui lie les Français, les citoyens, à la presse quotidienne régionale. On a choisi une histoire un peu symbolique, un peu différente, et on a pris une équipe amateur, comme il y en a des milliers en France, une équipe amateur qui est un peu dans la panade, et qui, grâce aux infos qui sont la chair même de la PQR, la météo, l'ouverture d'un magasin bio, un événement local, tout ça va les aider à bâtir un esprit d'équipe et à faire quelque chose qu'ils ne pensaient pas pouvoir faire et à améliorer leur jeu. D'où la signature, on gagne toujours à lire la PQR. Retrouvons à présent pour la régie 366 Gaël Di Blasi, responsable marketing et communication, et Bruno Ricard, directeur général adjoint marketing, études et communication. La PQR, c'est une soixantaine de titres réunissant chaque jour 20 millions de lecteurs sur papier et en numérique. Elle est représentée par une régie, la régie 366, qui gère 46 sites et 42 applis. Tout cela attire chaque mois 43 millions de lecteurs, soit 81% de la population française des plus de 15 ans. La PQR est un média qui est vraiment vécu par l'ensemble des Français comme un média serviciel, qui leur apporte des informations utiles au quotidien et qui place ce média comme le média principal de l'utilité au quotidien. Félicitations à eux. Avant de vous dévoiler le lauréat du Grand Prix tant attendu et les 3 prix de la rédaction, revenons sur un prix spécial que le jury a souhaité décerner. Cette année, le jury a tenu à mettre en avant un média innovant dans ses contenus, dans leur format, un média qui renouvelle sans cesse les codes et a ainsi décidé de remettre un prix spécial à Brut. On retrouve Marion Anne, directrice générale adjointe Havas Média France, membre de l'UDECAM, pour nous en parler. Bonjour à tous. Le jury a décidé de remettre un prix spécial à Brut
pour saluer son parcours et sa capacité à innover et bousculer les codes du journalisme traditionnel. Aujourd'hui, Brut est devenu un média crédible, puissant et très complémentaire finalement aux médias plus historiques. L'interview d'Emmanuel Macron illustre assez bien cette capacité à innover puisque les questions posées étaient celles remontées par la communauté et surtout le format live permettait à cette communauté de réagir en temps réel aux réponses apportées par le chef de l'État. Et c'est ce format finalement sans filet du journalisme qui répond aux attentes de cette nouvelle génération qui est quand même restée attentive pendant plus de 2 heures d'interview. Aussi, c'est cette capacité à épouser les attentes de cette nouvelle génération que nous avons souhaité saluer à travers ce prix spécial. Et maintenant, place aux 3 prix de la rédaction. Tous les ans, la rédaction de Stratégie décerne 3 prix. La régie de l'année, l'annonceur de l'année, l'éditeur de l'année. Pour commencer donc, le prix de la régie de l'année revient cette année à Altis Media Ads Connect. La rédaction de Stratégie a souhaité notamment récompenser les innovations de la régie en matière de publicité segmentée, géolocalisée et couplée aux données des abonnés de SFR. On regarde une courte présentation de l'offre. Jusqu'ici, par obligation, tous les Français recevaient le même message. Désormais, vous pouvez par région, par ville, par rue ou par quartier, leur délivrer un message différent avec une offre adaptée disponible chez le distributeur le plus proche et cibler ainsi au mieux vos prospects. Vous avez désormais la possibilité de parler simultanément à vos futurs consommateurs au plus près de l'acte d'achat. Comme pour un possesseur de jardin de plus de 200 mètres carrés, acheteur potentiel d'une tondeuse autotractée, ou un produit financier, ou encore une voiture de sport haut de gamme. Avec ces médias premium BFM TV, RMC Découverte, RMC Story, alliés à la force de l'opérateur télécom SFR, le groupe Altis est le groupe le mieux placé sur le marché pour accélérer vos performances. On retrouve Raphaël Porte, directeur général Altis Media Ads Connect, pour nous en parler. Bonjour, je suis Raphaël Porte, le directeur général d'Altis Media Ads Connect. Déjà, je voulais remercier la rédaction pour le grand prix des régies qui nous a été attribué au titre notamment des innovations qu'on a amenées, des annonces qu'on vient de faire et puis de la transformation qu'on mène sur le groupe depuis maintenant 12 mois. Altis Media Ads Connect, c'est la régie du groupe avec 2 marques emblématiques, RMC, BFM. Et on avait jusqu'à présent, bien entendu, la puissance du média et on y rajoute de l'expertise technologique, une précision de la data et une vision digitale pour avoir une offre un peu globale pour nos clients. Et avec ça, en fait, on a le meilleur des 2 mondes, la puissance du broadcast d'un côté et la puissance de la data. Ce qui nous permet d'avoir des offres segmentées uniques qui s'appuient sur 3 grands éléments. Premièrement, des audiences importantes dès le matin. Deuxièmement, la proximité régionale, ce qui nous permet, avec nos chaînes régionales, de rajouter de l'adressage. Et dernièrement, de l'onboarding de data tierce, qui est vraiment la grande innovation de cette année. Et en fait, au-delà d'ajouter de l'audience et de la puissance média, on rajoute maintenant aussi des contacts utiles, ce qui nous était demandé par les clients. Donc merci encore et puis à l'année prochaine pour un nouveau prix. Au revoir. Félicitations! On enchaîne avec le prix de l'annonceur de l'année qui revient au site Le Bon Coin, à la fois pour récompenser sa forte hausse des investissements médias et son innovation en publicité avec le dernier film mettant en scène Catherine Deneuve notamment. On regarde le film. Les objets volent de partout, des vélos, des fauteuils. Et là, bam, gros plan sur vous. Logo, Le Bon Coin, le bon pour tous. Bam. C'est original. Et le bam, c'est dans le film? Non, et vraiment, on peut partir sur complètement autre chose, parce qu'on trouve tout sur le bon coin. Des appartements? Un job. Oui, des poules. Des? Mais des poules? Poules en céramique, des poules en porcelaine. Je les collectionne. Wow. Regardez, cette petite-là. Elle est arrivée hier, Le Bon Coin, de Nantes. Tu crois que c'est vendeur, une poule? Oublie, tais-toi. Le Bon Coin a 15 ans. Et bonne nouvelle, comme Catherine Deneuve, un Français sur 2 y trouve son bonheur. Et en 15 ans, ça en fait des poules. On retrouve Anne Quémin, directrice de la marque et de la communication Le Bon Coin, pour nous parler de ce spot. Bonjour, je suis Anne Quémin et je suis directrice de la marque et de la communication du Bon Coin. Et je suis très fière et honorée de recevoir ce grand prix de l'annonceur de l'année.
Ce prix, il récompense beaucoup de travail, beaucoup d'investissement des équipes du Bon Coin et de celles de DDB autour de cette campagne un peu atypique, je vous l'accorde, avec une idée un peu incongrue qui a mûri depuis quelques mois, puisque DDB est arrivé avec cette idée dès 2019. Et puis quand on a retravaillé tous ensemble sur cette campagne des 15 ans, l'idée s'est imposée. Une égérie, et pourquoi pas Catherine Deneuve, puisqu'un Français sur deux trouve son bonheur sur le Bon Coin chaque mois, pourquoi pas elle. Nous savions qu'elle était déjà férue de brocante et qu'elle adorait chiner. Et puis voilà, l'idée était lancée un peu comme un défi. Et la magie de cette marque a fait le reste. La rencontre aussi avec un réalisateur, Éric Clartigot, qui lui-même est féru du Bon Coin et de brocante. Et puis cette histoire, ce cadeau que nous a fait Mademoiselle Deneuve autour de sa collection de poules, cette histoire vraie que nous avons adorée et qui a été retranscrite avec talent par les équipes création et par Éric Clartigot. Donc voilà, nous sommes très fiers, c'est un vrai cadeau. Je crois qu'on se souviendra très longtemps du jour où Mademoiselle Deneuve nous a dit oui, avec toute l'autodérision, la liberté et l'humour qui la caractérise. Donc merci à vous de récompenser cette campagne. Et puis j'espère qu'on fera aussi bien pour les 20 ans. Voilà, merci encore et à bientôt. Pour finir, le prix de l'éditeur de l'année revient au groupe Le Monde, récompensé pour ses coups éditoriaux, sa capacité à conquérir un grand nombre d'abonnés numériques et sa stratégie de développement. On retrouve Louis Dreyfus, président du directoire et Chief Executive Officer du groupe Le Monde. Bonjour Stratégie, au nom de Jérôme Fenoglio et de tout notre collectif. Je voulais vous remercier du prix que votre jury nous a décerné, qui récompense évidemment d'abord le travail de la rédaction et de nos presque 500 journalistes qui travaillent tous les jours au Monde. Je pense qu'il récompense également une stratégie de développement et d'investissement et d'innovation. On a depuis plusieurs années avec Jérôme Fenoglio misé sur un investissement dans le journalisme de qualité, mais aussi vers des nouveaux formats pour conquérir des publics jeunes. Et c'est vrai que ce soit nos 1 400 000 ados français qui nous lisent tous les jours sur Snapchat, ou les abonnés, le million d'abonnés sur chaîne YouTube, et puis récemment les 200 000 abonnés sur TikTok, on commence à avoir quelque chose qui nous garantit un avenir assez heureux. Et puis économiquement, il y a quelque chose qui est marquant et que je souhaite à tous nos confrères, c'est la croissance de notre portefeuille abonné numérique. On finira l'année avec 450 000 abonnés numériques. On a connu l'an dernier une croissance de 49%. Et ça porte évidemment le développement du groupe, puisque cette année, les revenus de l'abonnement numérique du Monde permettent de financer 100% de la rédaction. C'est quelque chose qui est marquant. Et puis, ça nous permet d'avoir une diffusion payée qui, encore en ce début d'année 2021, est en progression de 25% sur 2020. Donc c'est une bonne et heureuse année. Merci à vous. Félicitations. Et maintenant, il est temps de vous dévoiler le Grand Prix 2021. Ce 5e Grand Prix stratégie de l'innovation média revient à la Voix du Nord pour la campagne contre le harcèlement scolaire. Gabriel Darcourt, directeur général de la Voix du Nord, nous explique comment la Voix du Nord se développe et arrive à toucher ses lecteurs sur des problèmes de société. Recevoir ce Grand Prix, c'est déjà une immense fierté collective, puis c'est un bel encouragement par rapport à ce que l'on développe depuis 3 ans dans le cadre de ce projet d'entreprise, d'un média engagé pour son territoire, utile à ses habitants. On l'est à travers un sujet majeur comme ça par an. C'était le harcèlement scolaire cette fois-ci. Ce sera l'alternance la fois prochaine. On va continuer dans cette voie-là. Et puis je voulais enfin vraiment remercier du fond du cœur tous ceux qui ont participé à cette campagne. Les équipes de la Voix du Nord, les journalistes, les jeunes confrontés au harcèlement aussi, nos parrains. Nicolas Sirkis a été un formidable parrain, extrêmement impliqué, et puis également le rectorat et la rectrice qui ont joué le jeu de cette campagne. Félicitations pour cette formidable campagne. Avant de nous quitter, retrouvons Didier Beauclerc, directeur efficacité et transparence, Union des marques. Bonjour à tous, je suis ravi d'avoir été là avec vous aujourd'hui pour ce Grand Prix de l'innovation média stratégie dans une période un peu compliquée pour nous tous et elle l'a été aussi pour les médias avec plein de paradoxes. Plein de paradoxes puisque les Français ont été plus que jamais au rendez-vous du divertissement et de l'information offert par les médias.
Cet appétit des Français pour leurs médias préférés a également, on vient de le voir ensemble, été très générateur d'innovation du côté des médias, et malheureusement les revenus publicitaires ont été à la peine. Aujourd'hui, les indicateurs sont beaucoup plus positifs. Les signaux que nos adhérents annonceurs nous envoient aujourd'hui sont beaucoup plus encourageants et on a toutes les raisons d'être confiants et plein d'énergie pour les mois qui viennent. Alors, à l'Union des marques, on est également plein d'énergie avec une action toujours centrée sur notre colonne vertébrale qui se répartit entre responsabilité et efficacité. La responsabilité, bien sûr, au travers de notre programme FAIR, dont nous ambitionnons cette année de doubler le nombre de signataires, et puis l'efficacité avec là aussi un point central qui est le référentiel de la mesure de l'efficacité de la communication que nous avons lancé il y a un an maintenant et qui va en 2021 considérablement renforcer et diversifier son contenu et ses propositions et également un renforcement de notre événement consacré aux marques et à l'efficacité, sa marque, qui va devenir régulier à compter de la rentrée prochaine. Je voulais également vous donner un rendez-vous très important pour notre monde des médias et de la publicité à la rentrée 2021. En septembre, nous retrouverons annonceurs et agences, les éditeurs et les régies qui font le monde des médias aujourd'hui autour d'une trentaine de rendez-vous qui se dérouleront sur 3 journées. Et donc, vous êtes bien sûr invités à y participer. Rendez-vous tout début septembre et d'ici là, je vous souhaite un bel été. Au nom de Stratégie et de ses équipes, merci à tous de nous avoir suivis derrière votre écran. Merci à nos partenaires l'IFOP et nous soutient l'Union des marques et l'UDECAM. Je vous donne rendez-vous dans des conditions plus conviviales les 21, 22 et 23 septembre pour la 2e édition du Stratégie Festival. On a hâte de vous retrouver. Merci à toutes et à tous. À très vite.